Alors je sais pas si je suis dans le cadre parce qu'en fait il n'y a pas de flip screen. Autant dire que je suis tout seul. Dès qu'il y a un petit peu de vent, c'est fini, il n'y a plus personne. Voilà, c'est comme ça. Tous les courageux sont rentrés manger. Mais moi j'avais envie de vous faire une review aujourd'hui. Et c'est celle du Panasonic S1 qui est vraiment le vaisseau amiral de chez Panasonic Lumix. Et il est juste avec moi, juste là-bas derrière. On va regarder, on va faire des séquences dessus, etc. J'aurai une assez mauvaise lumière sur moi parce que je vais être en plein soleil. J'ai pas trouvé vraiment de coin qui soit assez abrité du vent. Ma foi, on contrôle pas toujours les éléments et pour moi c'est super important de vous emmener dehors pour faire ces reviews. Je trouve que c'est beaucoup plus agréable et surtout de filmer avec les machines elles-mêmes. L'appareil est juste là. On est sur les rives du lac de Neuchâtel, à peine à côté de chez moi. C'est à 5 minutes de chez moi. J'ai vraiment cette chance d'être dans cet endroit absolument paradisiaque pour pouvoir faire des barbecues notamment. Et voilà la machine. Avant de commencer, je profite de remercier mon partenaire, les magasins Photovision, qui me prêtent le matériel et qui permettent de réaliser cette revue. Donc là, je vais être quand même beaucoup plus confortable, mis à part que j'ai le soleil en pleine tronche. Ce qui est très bien d'ailleurs parce que j'avais envie de tester justement une exposition qui est relativement difficile pour la peau puisque j'ai le soleil vraiment, je l'ai même pas à quelques degrés, on est vraiment centré dedans. J'ai plus beaucoup de minutes de lumière donc on va y aller. Donc première impression, le poids, c'est pour ça que je le tiens pas à la main, je le mets sur un trépied parce que effectivement pour moi, pour ce que je réalise d'habitude, c'est un tout petit peu lourd. Mais par contre déjà en termes de sensation, j'ai l'impression qu'on a quand même un tank dans les mains. C'est vraiment une machine ultra sophistiquée, ultra bien construite. C'est la première sensation, c'est le premier contact, disons. Maintenant, moi je suis vraiment un adepte en fait des Lumix de Panasonic. Je travaille beaucoup avec le G7 parce qu'il est extrêmement léger, bien plus que le GH5 par exemple. Et parce qu'aussi ils font très bien de la vidéo, de très bonne qualité, avec surtout une entrée micro et un préampli qui est vraiment formidable. Alors comme je suis un énorme habitué de Panasonic, en fait là je me sens tout à fait comme à la maison, bien que les menus ne sont pas exactement identiques, je vous montrerai ça tout à l'heure. Je filmerai l'écran et puis on pourra regarder ça ensemble. Je trouve que la distribution est vachement bien faite, j'ai trouvé tout de suite ce que je cherchais. Aucune surprise, on est à la maison, on est bien dans un Panasonic. Donc je sais que la volonté de l'entreprise c'est aujourd'hui de se positionner par rapport au Canon. Donc là on est sur le vaisseau amiral de Panasonic, c'est vraiment le plus gros Lumix. Il est là pour à mon avis faire du mal à la concurrence, ça se voit. Alors maintenant évidemment des gens comme nous qui aimons filmer, parce que c'est un peu le truc, je pense qu'en photographie ils s'en tirent vraiment très bien. Maintenant pour les gens qui souhaitent filmer, qui souhaitent avoir justement une machine qui est tout intégrée avec une bonne qualité de son, je vois qu'ils ont équipé aussi d'une entrée casque, super important, comme ça on peut avoir le retour son et ça c'est vraiment une plus-value parce qu'on a relativement peu de boîtiers qui ont des sorties son pour le casque. Il y en avait une sur le Canon EOS R justement. Et donc on voit que ces appareils photo deviennent de plus en plus des caméras professionnelles. Et là, ce qui me fait très plaisir, c'est que il faut quand même juste faire attention. Panasonic a sorti justement plusieurs modèles. On a le S1, le S1R et le S1H. Ils sont des particularités qui sont un peu différentes. J'espère ne pas me tromper dans ce que je vais dire, mais celui-ci, donc le S1, est équipé d'un capteur de 24 millions de pixels. Et en fait, on a plus de 40 millions de pixels sur le S1R. Et finalement, on aura des particularités qui sont plus vidéo sur le S1H, qui lui apporte justement le 6K. On arrive vraiment sur des solutions pour pouvoir faire justement des publicités ou du cinéma, etc. Donc, ce que j'ai envie de faire comme petit test, typiquement là, c'est l'histoire du focus parce que j'ai entendu beaucoup d'encre couler sur internet, comme quoi on n'aurait pas un autofocus qui est aussi bon que dans la gamme Canon. Alors après, il y a des firmware qui se mettent à jour, à savoir que Panasonic avec son Lumix S1 a souhaité conserver, garder en fait le système d'autofocus basé sur le contraste. Apparemment, il souhaiterait travailler beaucoup plus au niveau de l'intelligence artificielle. Alors dès que j'ai vu le menu, sur le menu, le mode intelligence artificielle, moi qui viens des jeux vidéo, j'ai pas résisté, je me suis mis tout de suite, j'ai mis tout de suite la molette sur intelligence artificielle. J'avais envie de voir ce que ça donne. Donc
Madame l'intelligence artificielle, on va tester la mise au point. Justement, le Canon était très fort pour ça avec son dual pixel, donc j'ai envie de voir un petit peu ce que ça donne sur une solution basée sur le contraste, mais montée dans un avion de chasse de la marque. Justement, on va justement pouvoir comparer. Vous regarderez l'autre vidéo justement de l'autre système chez Canon et vous verrez un petit peu les différences. Là, je bénéficie d'un super objectif en termes de piqué. Je suis vraiment très content. C'est un 24-105. L'ouverture est à 1,4 constant, donc c'est un zoom constant. Et je pense qu'en termes de piqué, on ne devrait pas être en reste. Ça a l'air d'être vraiment une super optique. Vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez un petit peu du piqué de l'image, parce que c'est ça l'essentiel. Là, j'ai pas filmé en 4K. Cette revue en fait est faite simplement, essentiellement en Full HD, en 25 images par seconde. J'ai aussi entendu parler de certaines informations par rapport au crop factor, donc on va pouvoir s'en apercevoir un petit peu maintenant. Je vais changer justement de format, on va passer en 4K. Et puis je les redownscalerai pour le montage. Et comme ça on verra justement, parce qu'il y a cette grande polémique des crop factors, mais c'est normal. Ça dépend apparemment aussi du nombre d'images par seconde. Tellement le traitement est difficile finalement pour qu'ils sont obligés de prendre des parties plus fines, plus petites, enfin avec un moins grand nombre de pixels sur le capteur, ce qui permet de traiter vraiment en temps réel. Une partie de la review je la ferai justement au bureau, comme ça on pourra voir en basse lumière un petit peu comment il se débrouille, parce que je crois que c'est un bon point fort justement, la bonne gestion des ISO. On a aussi quelques rushs des décors ici à Neuchâtel pour voir la stabilisation de la machine, et parce que là j'ai absolument aucune idée de ses capacités en termes de stabilisation, donc on verra bien ça tout à l'heure. Voilà, là on est passé en mode 4K. Donc j'ai pas bougé la machine du trépied, comme ça vous verrez très précisément si on a un crop factor. On est en 4K, 25 images par seconde. Donc basez-vous pas sur moi, hein, basez-vous vraiment sur les bordures du décor. J'ai fait exprès de switcher sans repositionner l'appareil. Maintenant on est passé en 4K, 50 images par seconde. Et peut-être que ça peut changer un peu le cadre, donc j'avais quand même envie de le tester. Ça nous donne un bon renseignement. Je vais essayer le Full HD en 60 images par seconde aussi. Full HD en 60 images par seconde. C'est vraiment très dur la lumière. Un des trucs qui me frustre le plus, c'est pourquoi pas faire un mode Full HD pour la plupart des utilisateurs justement qui font de la vidéo. Il y en a énormément qui utilisent la Full HD. Pourquoi pas avoir un mode qui soit un petit peu plus puissant que 20 mégabits par seconde. Je pense notamment donc en 25 frames par seconde, à 40 mégabits par seconde. Ça donne des fichiers qui sont voilà, à peine plus lourd, c'est pas bien lourd par rapport à des fichiers comme des Blackmagic par exemple. Et par contre la qualité elle est vraiment supérieure, et je trouve un petit peu dommage en fait de ne pas s'être aligné à la concurrence, surtout sur un boîtier de cette catégorie, de cette classe. Finalement on a un fichier MP4 qui est exactement de la même qualité qu'un simple Lumix G7. Donc voilà, ça je trouve un petit peu dommage. Après dans les formats 4K on monte au-delà des 100 mégabits par seconde, donc ça c'est un petit peu aussi comme sur les G7. Il y a cette capacité de monter jusqu'à 60 images par seconde qui est vraiment bienvenue pour faire des slow-mo, c'est super cool. Je vais penser aussi à vous mettre en fait à télécharger justement des fichiers RAW pour les photos, pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte justement du piqué de l'image et de la qualité des fichiers, que vous puissiez les tester par vous-même. L'autre grosse déception, comme j'ai dit au début, c'est justement ce flip screen finalement qui ne flippe pas grand chose. C'est vraiment une philosophie qui convient plus aux studios professionnels et aux gens qui ont une utilisation vraiment photo, où ils vont avoir le flip screen qui va un petit peu pivoter comme ça, légèrement aussi sur le côté. Mais par contre, en tout cas en termes de vlog, on n'a pas de retour, donc là je suis complètement dans la confiance la plus totale. J'ai contrôlé un petit peu mon cadre en regardant ce que j'avais enregistré, mais sinon c'est quand même assez difficile d'être sûr de ce qu'on fait. Alors je comprends pas pourquoi, s'il vous plaît Panasonic, il faut se mettre à la norme. Aujourd'hui c'est le flip screen, c'est pas moins solide, je trouve que c'est très solide comme ils sont construits. Justement en plus vous en avez plein dans votre gamme, comme les GH5, les G7, ils sont tous équipés de flip screen. Pourquoi sur les modèles beaucoup plus gros, beaucoup plus haut de gamme, vous retirez cette option qui est absolument formidable et surtout nécessaire aujourd'hui pour les gens qui créent des contenus sur YouTube. Alors là on est à la limite de l'extinction du LED panel.
Et je vous assure, il fait vraiment très sombre. Enfin, après, le humain a quand même tendance à arriver à faire des super belles performances. Franchement, on est pratiquement dans le noir. Je pense que les performances sont assez bonnes, hein. Bon, 6400 ISO, c'est quand même pas mal. Là, l'idée, c'est vraiment de voir l'autofocus parce que dans une lumière aussi faible, franchement, s'il s'en sort au niveau de l'autofocus, alors là, je serais vraiment épaté. Alors au niveau de la conclusion de cet épisode, dans les grandes lignes, le poids, donc moi je le trouve un petit peu lourd, donc c'est plus une machine de, je dirais, de studio, bien qu'au bout d'un moment on finit quand même par s'habituer, mais c'est vrai que par rapport à des petits mirrorless, cette espèce de mode qui monte sur internet, du pratique prêt à shooter dans toutes les situations, c'est vrai que là on le sent quand même un petit peu, hein, même si on s'y habitue. Moi ce qui m'a pas mal impressionné, c'est les performances en basse lumière, donc du coup après on a besoin vraiment de très petite lumière pour pouvoir faire quand même déjà un setup qui fonctionne très bien. Les 6400 ISO, je pense qu'on est un peu à la limite, mais ça passe très bien. Vous avez vu justement les images. Le prix est assez important, donc il faut quand même faire un petit peu gaffe à la concurrence, justement. J'ai trouvé que le préampli est vraiment très bon, aussi bien que dans les autres. Donc là, il n'y a pas d'amélioration significative au niveau du préampli pour la prise de son micro. Par contre, la sortie casque, elle est vraiment bienvenue. Un petit truc à dire aussi à propos du crop factor, personne n'arrive vraiment encore à tirer son épingle du jeu aujourd'hui, puisque c'est vraiment une histoire de performance d'après ce que j'ai pu lire sur les forums. En 4K, quand on veut monter un peu dans le nombre d'images par seconde, le constructeur fait toujours un petit peu le choix de réduire finalement la dalle, l'utilisation de la dalle, pour pouvoir traiter plus facilement et être sûr de ne pas avoir justement de lag, de bug ou de surchauffe du boîtier, ce qui fait que on a cette espèce de crop factor qui intervient assez systématiquement. Donc pour l'instant c'est un petit peu au niveau de la concurrence, je dirais. L'autonomie de la batterie, j'ai pas trouvé que c'était parmi les plus formidables. Le GH5 nous avait habitué à quelque chose d'assez impressionnant. Là on est un petit peu en dessous, je trouve, donc voilà, aussi attention un petit peu à la batterie, peut-être en acheter 2 ou 3 pour être sûr d'avoir de la réserve, surtout si on part quelque part d'assez loin d'un endroit où on pourrait recharger facilement. La prise en main, elle est vraiment formidable. Encore une fois, attention au poids, mais en termes de prise en main, positionnement des boutons, franchement, on est au top. J'ai mis approximativement 10 minutes pour prendre en main le boîtier, pour trouver un petit peu toutes les fonctions de base qui me sont utiles. Donc de ce côté-là, j'ai absolument rien à redire. En termes d'ergonomie, on est vraiment sur une machine très bien pensée. Je pense que les performances de l'image que vous aurez pu voir pendant cette vidéo sont aussi pas mal dues à la qualité de l'objectif. Donc voilà. Des fois c'est dur de faire la part des choses entre la qualité d'un boîtier et la qualité de la lentille qui est montée dessus. Je pense que cette optique est vraiment exceptionnelle. Au niveau de l'autofocus, alors ça c'est justement un des points les plus importants pour nous qui filmons justement des vlogs et autres vidéos avec ces appareils qui sont encore quand même des appareils photo et pas encore tout à fait des caméras, mais franchement on avance beaucoup dans le chemin avec le S1H qui va être lui littéralement un caméra killer, je pense. Moi je suis encore assez satisfait finalement et même surpris en bien de cet autofocus qui était quand même annoncé avec une méthode d'analyse qui était un petit peu plus old school, basée sur le contraste. Que je trouve relativement détestable sur le G7 par exemple, et là tout d'un coup on a l'impression que en ajoutant des petites méthodes intelligentes de détection justement de personnes, j'ai vu aussi que ça marchait, il détecte les animaux, il détecte les oiseaux, il y a eu des séquences pendant ce film, il détecte les chats, enfin on voit que les box sont bien enrobantes autour des animaux, et par rapport à ce que j'ai pu entendre sur le web comme quoi justement c'était encore une calamité, que des fois il y avait la box autour du sujet et que le sujet n'était pas net, moi je dirais aujourd'hui que c'est peut-être une histoire de firmware, il est tout à fait compétent, j'ai vraiment pas eu une impression de manque à la suivi de mise au point, etc. comme j'ai pu le voir sur internet, mais voilà, peut-être que j'ai eu de la chance et pas les autres. En tout cas, il y a suffisamment de séquences dans ce film qui montrent que justement il s'en tire quand même relativement bien en termes d'autofocus pendant la vidéo.
Ça franchement, moi perso j'ai été épaté. Donc on arrive à terme de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout si vous l'avez fait. Je profite de remercier aussi mon partenaire les magasins Photovision qui m'ont prêté cette machine fantastique. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner, à mettre peut-être un petit pouce bleu aussi, ça me fera toujours super plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.